Casimir descend de son escabeau et contemple la toute nouvelle enseigne de sa petite mercerie. Il est très content, car Casimir a eu une idée marketing géniale. Il a appelé son magasin au gagne-petit. Le gagne-petit est le sobriquet du rémouleur, de celui qui aiguise les couteaux, sous-entendu pour pas grand-chose. « Venez chez moi, dit Casimir, je vends sans faire plus de marge que le modeste rémouleur. » Casimir n'a pas attendu l'avènement des grands magasins pour établir son commerce. Il est un précurseur. Il fallait de la volonté et du capital. Casimir Bourouet a saisi la balle au bond en demandant à Jean Auberteau la main de sa fille Céleste en 1801. En réalité, c'est son beau-père Jean, le vrai révolutionnaire. C'est lui qui avait déjà la mercerie en 1789. Le couple Casimir-Céleste va faire merveille. Leur fils Jean-Hector rendra d'ailleurs hommage à Céleste en demandant en 1854 à s'appeler désormais Bourouet-Auberteau. Avec la dot de Céleste, ils rénovent et agrandissent la boutique de la rue des Moineaux, à tel point qu'en 1876, l'affaire dégagera 1 200 000 € de bénéfices. Elle occupe désormais une surface de 4 200 m² où s'affairent 180 employés. Casimir et Céleste, Hector père, Hector fils, le XIXe siècle voit se succéder sans encombre apparent les Bourouet-Auberteau aux commandes du navire. Quel est leur secret? Les deux actes de succession sont très éclairants. En 1844, Casimir et Céleste continuent d'associer Hector père et son épouse Catherine Lévy à leurs affaires, de manière d'ailleurs très rigoureuse. Ils insistent, par esprit d'équité et de justice, à clarifier les rentes auxquelles auront droit les enfants non associés dans l'affaire, Henri et leur fille Madame Perron. En 1866, c'est au tour d'Hector père de tester en faveur d'Hector fils et de son épouse Éléonore Picard. Travail, père, associé, famille, ces mots semblent particulièrement bien fonctionner dans ce groupe. S'il y a quelque chose à retenir du gagne-petit, c'est cette alchimie faite de rigueur dans le travail, de cohésion familiale, de juste rétribution, de transmission. Sans oublier le génie du commerce et le dynamisme. Sous la houlette d'un empereur éclairé parlant plusieurs langues et ayant vécu dans plusieurs pays, la France se transforme durablement et Paris avec. La France de Louis-Philippe est au plus bas quand Napoléon le Petit arrive au pouvoir. Il va la redresser. Après un début autoritaire, son style s'affirme et s'arrondit. Napoléon III, c'est aussi le développement des œuvres charitables personnelles, l'interdiction du travail du dimanche, les premiers systèmes de retraite, la création des soldes, la création des SARL et des sociétés anonymes, du statut d'apprenti, des HLM, du droit de grève, de l'assistance judiciaire gratuite. Auteur du livre « L'extinction du paupérisme », Napoléon III n'hésite pas à financer sur sa cassette personnelle hospices, lavoirs, bains publics. Portée par une forte croissance mondiale, la France explose littéralement, une vraie start-up. Les voies ferrées passent en 30 ans de 3 000 à 30 000 km. On creuse des canaux, on inaugure le télégraphe, on rénove le port de Marseille. Des grandes compagnies maritimes naissent. La France s'ouvre. On signe un traité économique avec les Anglais, on développe l'Algérie, on crée le port de Dakar, on se passionne pour les expositions universelles. On développe le monde de la finance,
Création du Crédit foncier de France, du Crédit immobilier des frères Pereire, de la Société Générale et du Crédit lyonnais. L'urbanisme n'est pas en reste. On bâtit quelques monuments mémorables, comme le Palais Garnier, on creuse les égouts. Rouen, Besançon, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, mais aussi Paris, bien sûr. On rénove, on reconstruit les villes. 60% des maisons de la capitale seront détruites. Une invention fait Florès, les grands magasins. Napoléon III veut le commerce pour tous. Le bon marché voit le jour en 1852. En 1865, c'est au tour du printemps d'ouvrir ses portes. La Samaritaine, quant à elle, est inaugurée en 1870 par un ancien employé de Gagne-Petit, Ernest Cognat. Ce second empire ronflant est aussi chatoyant. La musique est partout, celle d'Offenbach. Les décorations sont rutilantes. On joue beaucoup dans le peuple, mais aussi dans les salons, au jeu du meunier ou au délit des loups. C'est le temps des fêtes, le temps des cotillons, des serpentins, d'immenses décors en carton-pâte érigés à travers la ville à la moindre occasion. Le Second Empire, une époque formidable où entreprendre devenait magique pour peu que l'on disposât de volonté et de capital, tout comme Jean Hector. Jean Hector, Hector le second, aurait pu s'endormir sur ses lauriers. Il achète en 1872 une vaste propriété dans le golfe du Morbihan. Il devient le mécène du bourg, église, école, qui lui dédie la rue principale. Il introduit la culture de l'huître sur les îles Logoden. Hector est présenté dans certaines brochures comme négociant et collectionneur. En réalité, il est un collectionneur compulsif, notamment du sculpteur Barye dont il est proche, et surtout d'Eugène Delacroix. En 1859, il commande à Delacroix une réplique en plus petit format de son Médée. Ce tableau connaîtra un destin agité et ne sera jamais retrouvé à la Libération. En 1860 et 62, il achète l'Enlèvement de Rebecca et le Christ assoupi de Delacroix, aujourd'hui visible au Met. De nombreuses autres œuvres suivront. Les épiciers mécènes de notre époque, les Houzé, Arnaud ou Pinault, n'ont en définitive rien inventé. Conseiller général de la Seine en 1873, il fait partie du cercle des notables parisiens. Il appartient notamment à la Société de tempérance, association française contre l'abus des boissons alcooliques. « 14 avril 1876 à Paris. Il fait très froid, moins de degrés, et il y a 8 cm de neige. Sur les Champs-Élysées, Jean Hector entre à l'hôtel de la Païva. Après avoir enfilé son smoking, veste destinée à ce seul usage pour ne pas incommoder les dames, il pénètre dans le fumoir. Le prétendu baron Georges-Eugène Haussmann le prend à part et lui fait savoir qu'il allait devoir, dans le cadre de son programme d'urbanisme, raser sa chère rue des Moineaux. Et là, Hector II, en digne descendant de Casimir, d'Hector I et de bien d'autres, fait le deal du siècle en swappant ses locaux biscornus des rues étroites du Palais Royal pour la toute nouvelle avenue de l'Opéra. L'urbanisme haussmannien imposait de lourdes contraintes aux heureux attributaires. On devait édifier la façade en une année avec une pierre de calcaire prédéfinie, on devait se raccorder aux nouveaux égouts, il fallait apposer un numéro de rue éclairé sur la façade. On devait rembourser en 4 ans. Tout ceci n'arrête pas notre Hector qui fait appel à ses amis banquiers et puise dans les réserves familiales. D'ailleurs, le père de son épouse Éléonore n'est autre qu'Alexis Picard, qui a fait une fortune considérable en devenant l'avoué incontournable des transactions haussmanniennes. Non seulement Hector obtient un emplacement fabuleux, mais encore et surtout, il est pris par l'esprit de construction qui souffle. Il fait construire un véritable palais pourvu d'une gigantesque marquise. Une immense façade court le long de l'avenue de l'Opéra. À l'entrée, des concierges aident les belles à descendre de leur fiacre. Les clientes,
grande bourgeoise mais aussi petite souris parisienne, s'émerveille devant la mise en scène. En bas de l'escalier, une gigantesque fontaine à parfum a été installée pour l'inauguration. La violette, le patchouli et la rose sont au rendez-vous. Un tableau vivant met en scène une famille algérienne vêtue des draperies de la maison. Les clientes, ou souvent leur gouvernante ou majordome, sont prises en main par une vendeuse en chef qui vont compléter avec elle la longue liste des faits pour le trousseau ou la maison, le tout expédié à Paris ou en province via le chemin de fer à l'adresse fournie par la cliente. La haute couture arrivait enfin. Charles Frédéric Worth fut le premier à dessiner ses modèles et à les créer selon les saisons. Les collections automne-hiver et printemps-été étaient nées. Les premiers défilés de mode, mis en scène dans de vastes salons, voyaient déjà des mannequins vivants nommés sosies porter les collections. Plus tard, il remplaça la crinoline par la tournure et accepta les copies de ces modèles par les grands magasins. Hector sut là encore saisir la balle au bon. Les concurrents du gagne petit ne manquent pas, aux petits Saint-Thomas, aux dames françaises, aux deux magots, à Jean de Paris, aux bonnes d'enfants, aux petits chaperons rouges, à l'héritière, aux quatre frères. Les concurrents ne manquent pas, mais Hector, avec son vaisseau amiral, joue désormais dans la cour des grands. Emmené d'une main sûre depuis la fin du XVIIIe siècle, le petit commerce de Casimir va survivre un siècle et demi. Alors, que retenir de cette histoire formidable? Retenir la recette du succès et du bonheur, de la team Casimir, Hector, travail, constance, solidarité, équité, inventivité, se promettre à soi-même et entre nous d'essayer d'être digne de cet héritage en poursuivant, dans une époque qui le valorise, cet esprit entrepreneurial.